chers compatriotes, aujourd'hui la France... L'association Solidarité. Le crime organisé. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir sur VHT les RCFM pour suivre ce nouveau numéro de Contraste réalisé en partenariat avec Corse Matin. Il est aujourd'hui dans l'opposition territoriale, comme il l'est dans l'opposition municipale des grandes villes de Bastia et Ajaccio. Et s'il a perdu tous ses points d'appui, il reste dans la vie politique corse ou nationale une référence de gauche dans un paysage bouleversé et nébuleux. Ce parti, c'est le Parti communiste. Pour parler de son avenir, des échéances politiques en Corse et ailleurs, nous revenons donc avec Michel Stefani, secrétaire du Parti communiste de Haute-Corse, conseiller territorial, membre du groupe communiste et citoyen du Front de gauche à l'Assemblée territoriale. Michel Stefani, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez ce soir face à Roger. Merci à vous de m'accueillir. Antèche de Corse Matin, bonsoir Roger, bonsoir. Et Jérôme Souzine de RCFM, bonsoir Jérôme. Alors pour commencer, l'actualité qu'une fois n'est pas coutume nous entraîne très loin de la Corse, géographiquement parlant en tout cas, avec l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été élu cette semaine et c'est sur ses démarches populistes que je voulais vous interroger. C'est un mouvement de fond qui parcourt le monde. Faut-il s'en inquiéter, Michel Steff ? Je crois surtout que c'est le produit à la fois de choix économiques et politiques qui ont été réalisés il y a bien longtemps, notamment avec, on s'en souvient, l'élection d'un certain Ronald Reagan qui avait posé beaucoup d'interrogations à l'époque et qui a débouché sur cette globalisation, cette mondialisation économique avec des désastres sociaux puisqu'elle est fondée sur l'accumulation du profit, l'argent pour l'argent, les délocalisations et la désindustrialisation de nombreuses régions, alors pour ce qui est des États-Unis, mais aussi de plusieurs pays. La France, par exemple, est aujourd'hui dans cette phase-là. Et donc là-dessus, je dirais, Donald Trump, avec son discours à la fois raciste, protectionniste, par certains aspects machiste, on a vu, a créé, je dirais, une situation nouvelle, certes, mais a su surfer sur les craintes, les peurs, et a véhiculé donc un discours de haine. On l'a vu, par exemple, s'agissant de ses positions visant à interdire l'accès du territoire américain aux musulmans, par exemple, ou encore lorsqu'il dit qu'il va chasser les Mexicains et dresser un mur qui séparait la frontière des deux pays. Donc on a de ce point de vue une situation qui est très préoccupante s'agissant donc de la première puissance économique mondiale et je dirais une conjonction d'événements à travers le monde. Je pense à ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit où il y a des similitudes qui nourrissent d'un point de vue politique les inquiétudes des progressistes. Cette victoire du protectionnisme, du populisme, du rejet du système, elle est symbolisée aujourd'hui par des ultra-conservateurs. Et alors, c'est le paradoxe, les classes populaires, les classes moyennes, qui sont les principaux soutiens de ces nouveaux leaders, pas les milliardaires, justement. Les milliardaires aux États-Unis n'ont visiblement pas voté Trump. Trump est un milliardaire et effectivement, on pourrait s'interroger sur l'argumentation qu'il développe et la propension de cette argumentation à prendre en considération les difficultés des plus modestes, des plus pauvres. C'est un produit du système en tout cas, et nous nous rendons compte que ce système est effectivement en bout de course, et dans sa fuite en avant, il crée des situations qui sont particulièrement dangereuses. Mais ça ne vous interpelle pas, vous, l'élu communiste, le militant communiste, que les ouvriers, aux États-Unis, on a parlé des délaissés, des oubliés, aillent vers ces candidatures-là, comme elles iront peut-être demain, et en tout cas, les études l'indiquent, vers Marine Le Pen dans une présidentielle en France? La peur est toujours mauvaise conseillère. Et nous voyons, bien entendu, dans ces classes-là qui rejettent l'establishment, une caste politique qui est corrompue, c'était l'image d'ailleurs qui était attribuée à Mme Clinton, se retrouve dans ce discours trompeur
qui est développé par les extrêmes droites et ceux qui, bien entendu, représentent cette sensibilité politique. Pourquoi ça va de ce côté-là? Ils auraient pu aller sur Sanders, par exemple, ou en France sur Mélenchon, ou sur le Parti communiste, les gens qui représentent autre chose. Et ils n'y vont pas. Ça veut dire quelque part, il y a une faillite de ces partis-là. C'est, me semble-t-il, une grave erreur du Parti démocrate américain de n'avoir pas pris appui sur Bernie Sanders et l'espoir qu'il a suscité, en particulier dans la jeunesse. Et on voit qu'il y a une partie de la jeunesse non négligeable qui s'est abstenue. Ensuite, lorsque Bernie Sanders n'était plus dans la course à l'élection. Et donc, ça interroge, ça interpelle, puisqu'il était le seul dans cette campagne électorale à faire des propositions qui répondaient véritablement aux attentes et aux urgences sociales dans le pays. Ça veut dire que les partis ou les instances politiques dites traditionnelles doivent savoir prévoir les coups, auparavant se préparer les coups. Pour l'instant, on a l'impression que le terrain est complètement vierge. Quand vous dites que vous dénoncez un système, vous dites que c'est le système qui met ces gens au pouvoir, finalement. Absolument. C'est quoi le système? C'est le système économique, c'est le système politique? C'est les deux, puisque le système politique est au service, on le voit, du système économique. Et dans cette phase, je dirais, qui dure depuis une trentaine d'années, de financiarisation dont on voit les méfaits. Par exemple, quand Trump dénonce les traités transatlantiques, l'ALENA, le TAFTA, et qui sont effectivement à l'origine des difficultés des travailleurs américains, ou lorsqu'on regarde les résultats qu'il fait dans le Michigan, par exemple, qui a été sinistré du point de vue industriel, on s'aperçoit que ce message a porté. Et donc, toutes les études, les enquêtes d'opinion qui prévoyaient que les femmes voteraient plutôt pour Hillary Clinton parce que c'était une femme et parce que Trump tient des propos qui sont machistes, insupportables à l'égard des femmes, eh bien, se sont trompés complètement. Pourquoi? Parce que les difficultés quotidiennes de ces hommes et de ces femmes, les craintes sur leur propre avenir, puisqu'ils sont en quelque sorte déclassés. Vous avez une partie de la classe moyenne. Pourquoi ils ne sont pas à gauche, ces gens-là? Pourquoi ils se retrouvent sur quelqu'un comme Trump et pas sur Sanders, par exemple? Au second tour, Hillary Clinton n'était pas la candidate de gauche. C'est la candidate démocrate, on dira plutôt la droite de la gauche, et quelqu'un qui est, comme vous le savez, marqué par un ensemble d'a priori, et en particulier ce qui touche, je dirais, à la corruption et ce que ça représente. Et lorsque vous avez les Clinton qui se vantent d'avoir réussi des coups en bourse qui leur rapportent plusieurs millions de dollars, ce n'est pas forcément aussi ce qui peut caractériser une orientation politique de gauche. On va anticiper les résultats de mai en France. Les dernières élections territoriales ou autres dans le pays, en France, ont montré précisément que ces ouvriers-là, ils n'allaient plus vers vous, ils allaient vers le Front National aujourd'hui. Il y a eu un transfert assez extraordinaire de cet électorat-là. Et voilà, pourquoi vous ne captez plus? Vous avez un discours social néanmoins, hein, dans la revendication sociale, dans la revendication de l'entreprise, le parti que vous représentez va souvent très loin, ou dans la défense des droits sociaux acquis, et néanmoins, c'est pas votre discours qui attire ces ouvriers-là aujourd'hui, la démagogie qui est véhiculée par l'extrême droite, une démagogie à la fois sociale et nationale, protectionniste, est une démagogie qui porte dans les situations que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque vous vous retrouvez sans protection sociale, sans emploi, il est plus facile d'accuser le migrant, l'immigré, l'étranger, que de situer les véritables responsabilités comme nous le voyons aujourd'hui, lorsque, par exemple, le bouclier fiscal fait que nous restituons 750 millions d'euros aux plus grandes fortunes françaises. Lorsque vous mettez 22 milliards sur la table pour les entreprises qui devraient créer de l'emploi et qui ne créent pas d'emploi. Donc c'est de ce point de vue, la difficulté que nous rencontrons sans doute, c'est que le discours populiste n'est pas propre aux gens de droite. Parce que quand on écoute certains aspects du discours de Mélenchon, anti-européen, anti-euro, ça imprègne aussi la gauche. Alors,
il y a effectivement des prises de position de Jean-Luc Mélenchon qui, de ce point de vue, même anti-migrants maintenant chez Mélenchon. Ne nous conviennment pas. Oui, il y a eu aussi des phrases un peu sibyllines la polémique sur les travailleurs détachés. Donc, on rend responsable les victimes de la situation d'autres victimes du système. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est une erreur politique fondamentale que, pour notre part, nous ne voulons pas faire. Alors, simplement, dans ce que vous dites, le schéma que vous dénoncez, finalement, c'est à celui qui démonte ou qui incrimine le plus les grands principes, les grands systèmes, que revient finalement les victoires. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on voit avec le Brexit. Celui qui dénonce le plus ce qui paraît être établi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous, les communistes par exemple, qui remettez en cause le système européen, qui semble quelque chose de solide finalement, qui semble une base stabilisante pour l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas pour vous cette crainte de la critique qui pourrait alimenter finalement une sorte d'opposition incontrôlable? Le risque, il n'est pas pour nous à proprement parler, vous avez raison, il est pour les sociétés telles qu'elles sont à travers le monde. Et lorsque nous regardons la société française, et en particulier la façon dont elle s'est construite à travers le temps, les siècles, et je pense en particulier à la capacité du mouvement ouvrier dans notre pays à avoir créé un certain nombre d'éléments positifs en termes de démocratie sociale, de protection sociale, qui nous sont enviés par ailleurs, et qui restent, je dirais, le socle aujourd'hui de notre droit social. Eh bien, cela est remis en cause fondamentalement, et c'est cet héritage en quelque sorte le plus près de nous, puisque c'est celui qui nous est donné par le programme du Conseil national de la résistance, intitulé Les Jours heureux à l'époque, et qui, encore aujourd'hui, est l'objet qui ne dérange pas finalement. On a vu au travail, il y a une remise en cause fondamentale. Finalement, elle ne dérange pas tant que ça. Elle a réussi à passer cette loi. Oui, mais dans quelles conditions elle est passée? Avec le 49.3, au mépris de la démocratie, il y a eu 14 journées de mobilisation dans tout le pays, des millions de travailleurs qui sont descendus. Un mouvement massif, vous pouvez le reconnaître après. Ça n'a pas été comme en 95 face à la réforme du Juppé. Il a dû renoncer. Ça n'a pas été le CPE, il a dû renoncer. Là, ce n'était pas un mouvement massif. C'est jamais parfait, parce que la perfection, ça serait qu'effectivement, on crée les conditions des rapports de force politique qui renversent le pouvoir établi. C'est cela. Ou qui l'oblige à reculer, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Ou qui l'oblige à reculer. Eh bien, nous y travaillons. Nous y travaillons parce que nous considérons aujourd'hui que dans le pays, il y a un certain nombre de forces qui sont inquiètes par ce qui se passe, par l'éclatement du paysage politique. Je pense en particulier aux progressistes et à ce qui se passe à gauche, et qui, aujourd'hui, ont intérêt à ce qu'il y ait ce rassemblement et que ce rapport des forces politiques s'inverse, non pas comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il est à la faveur des puissances de l'argent, mais en faveur des travailleurs, des salariés, des couches populaires. Alors justement, il y a une échéance importante, c'est l'élection présidentielle. Le week-end dernier, la conférence nationale du Parti communiste s'est réunie à Paris et les 535 délégués ont majoritairement choisi de ne pas choisir Jean-Luc Mélenchon comme candidat, préférant une candidature communiste. Alors, le secrétaire national, Pierre Laurent, a été mis en minorité, mais in fine, ce sont les militants qui vont choisir, à la fin du mois de novembre, ils vont faire un choix définitif. Alors, plusieurs questions. Pourquoi le refus de Mélenchon? Votre choix à vous, quel est-il? Et puis, où est l'alternative? Alors, vous l'avez rappelé, donc, la conférence nationale s'est prononcée sur 3 questions. La première, c'était l'objectif et l'orientation de notre démarche, globalement, qui révèle l'unité des communistes, puisqu'elle a été adoptée à 94%. Elle propose un pacte d'engagement avec 7 axes principaux, mettant au cœur de la démarche l'emploi, la protection sociale, la démocratie, la réutilisation dans des conditions autres de l'argent public, la démarche donc pour la transparence et enfin le soutien aux collectivités locales et bien entendu au plan international la promotion donc
de la paix et de tout ce qui nous préoccupe en termes de transition écologique. Ça, c'est la contribution des communistes au débat que nous avons aujourd'hui pour construire une candidature de rassemblement. Donc, ça a été voté à 94%. Ensuite, il y a ne représente pas ça du tout. Ensuite, il y a eu deux options qui étaient proposées au vote de la conférence nationale. La première option qui consistait à dire « nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon, mais nous continuons à travailler à un rassemblement qui élargisse la base de cette candidature. » Et enfin, l'option 2, celle qui a obtenu 54% des voix des délégués à la conférence nationale, qui consiste à désigner un candidat communiste, à entrer en campagne, certes, préparer les élections législatives, parce qu'il y a aussi les élections législatives, et bien entendu, sans renoncer à la démarche essentielle que nous proposons d'un élargissement de la base d'une telle candidature, y compris. Votre position? Ma position, c'est l'option 2. Et l'alternative, elle est où? L'alternative... À travers qui? Un candidat communiste, quoi. Alors, je l'ai dit, il y a plusieurs camarades qui sont disponibles et qui ont les qualités et les capacités pour mener cette bataille importante. Mais nous ne renonçons pas, j'insiste là-dessus, à le moment venu, y compris si c'est nécessaire, retirer cette candidature si nous arrivons à une candidature qui permet de rassembler. Mais pas derrière Mélenchon. Ça peut être Mélenchon. Comme nous ne l'avons jamais écarté, Mélenchon, contrairement à ce qu'il dit. En revanche, lui, s'est écarté du Parti communiste. Dès lors qu'il a annoncé unilatéralement sa candidature, nous nous sommes trouvés dans cette situation assez complexe, et il le savait. Et il le savait, puisque nous sommes une organisation politique partenaire du Front de gauche, le Front de gauche qu'il a abandonné, qui a une forme, je dirais, d'organisation qui impose, du point de vue démocratique, un certain nombre de décisions collégiales, eh bien, il a fait le choix de passer outre. Et je suis interpellé par l'analyse qu'il faisait après l'échec de Podemos. Il a attribué l'échec de Podemos à l'alliance avec le Parti communiste espagnol. Donc, ça, je crois, indique quelque chose du point de vue de la réflexion de Jean-Luc Mélenchon et de son entourage. Les réminiscences du trotskisme que vous voyez poindre? Non, je dis que par rapport à cette référence-là et les propos qui ont été les siens à ce moment-là, il peut y avoir une similitude. C'est un homme de gauche, finalement, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, incontestablement. On ne s'est pas trompé en 2012. Hein. Mais en 2012, est-ce que c'est pas un homme qui joue trop sur ce que vous dénoncez, finalement, le populisme? Moi, oui. Par certains aspects, encore une fois, je trouve que certaines de ces prises de position sont discutables. Je pense à la polémique qui a eu lieu sur la question du travailleur détaché. Mais il est nécessaire, dans ces conditions, d'avoir un cadre commun. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord dans la démarche que Jean-Luc Mélenchon impose lorsqu'il décide unilatéralement de sa candidature et qui nous dit c'est la France insoumise, c'est à prendre ou à laisser. Il impose, mais il a du monde derrière lui, il a un potentiel électoral important. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc il a un potentiel électoral, très bien, mais si ce potentiel électoral ne permet pas à l'arrivée de passer devant la gauche gouvernementale, on dira pour me faire comprendre, la gauche sociale-libérale qui aujourd'hui a trahi tous les engagements qui avaient été pris, même s'ils n'étaient pas suffisants en 2012, eh bien, si on ne crée pas les conditions pour être suffisamment fort et empêcher le scénario dramatique qui peut se dessiner d'un second tour droite, extrême droite, avec l'implication que ça va avoir ensuite sur les élections législatives, on aura gagné quoi? Vous parliez justement des législatives, préparer les législatives. C'est un défi important pour le Parti communiste. Est-ce qu'à travers tout ce que vous avez ébauché là sur la présidentielle, vous n'êtes pas aussi en train de préparer les législatives et dire finalement, si on veut avoir aussi des députés communistes demain, il faut quand même ménager l'allié socialiste qui est l'allié naturel pour encore espérer gagner des circonscriptions. Est-ce qu'à travers le rejet de Mélenchon, qui est l'anti-Hollande aujourd'hui à gauche, il n'y a pas ça en trave? Il n'y a pas d'allié naturel. Il y a des possibilités de rassemblement de femmes et d'hommes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la politique qui est proposée aujourd'hui par la droite, qui est une politique désastreuse. On a vu les débats
dans le cadre de la primaire à droite, c'est des attaques antisociales encore plus prononcées et des lendemains qui, bien entendu, ne chanteront pas si nous avons Juppé, Fillon ou Sarkozy. Tout le monde en a bien conscience. Et donc, il y a à gauche une inquiétude par rapport à ça et la volonté de ne pas se retrouver face à une telle politique. Il y a la nécessité, à partir de là, de faire en sorte que l'extrême droite ne se trouve pas dans une situation où, effectivement, elle pourrait y compris aller au pouvoir. François Hollande trahit, c'est ce que vous dites finalement, oui, il a trahi tous ses engagements. Ça veut dire que s'il revient, s'il est élu, il y a une primaire apparemment qui va se faire chez eux, s'il est à nouveau candidat au second tour présidentiel, vous voterez pour lui ou pas? La question, bien entendu, peut se poser aujourd'hui, mais elle peut être sensiblement différente le soir du 22 avril, puisque ça sera le premier tour de l'élection présidentielle, et nous ne sommes pas certains dans l'état actuel des choses, et compte tenu de la décrépitude du Parti socialiste, que François Hollande, y compris, soit candidat à l'élection présidentielle. Donc il faut rester, je dirais, un peu prudent par rapport à ça. Si c'est pas lui, c'est donc son frère, c'est Manuel Valls, donc qui a appliqué la politique. Ça peut être Manuel Valls, ça peut être aussi Macron, on verra. Mais les choses sont... Ce ne sera pas blanc-bonnet et bonnet blanc comme avec Jacques Duclos, j'imagine. Sont particulièrement mouvantes. L'histoire peut se répéter, mais ce n'est pas forcément dans la répétition de l'histoire qu'on trouvera les mêmes arguments. Alors, on en vient à la Corse, là encore, vous êtes en situation quand même de faiblesse, échec au territorial du Parti communiste, échec lors de la dernière cantonale de Bastia, pas de relève, pas de nouveau leader, et pourtant vous persistez dans vos choix et vos analyses, vous foncez dans le mur en klaxonnant? Pas du tout, nous sommes confiants dans l'idéal que nous avons choisi. Certes, ça peut faire un certain temps, mais vous vous trompez. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont intéressés par ce que nous faisons et on ne peut pas, au bénéfice de résultats électoraux qui n'ont pas été positifs, considérer que le Parti communiste est en voie d'extinction ou de disparition, comme cela a pu être écrit ou dit quelquefois. Nous continuons, nous sommes des militants convaincus et nous nous efforçons parce que nous considérons que le message que nous développons est un message humaniste, de transformation sociale, anticapitaliste. Mais s'adapter aussi aux circonstances. Ce ne sont peut-être plus les mêmes qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, certes, on peut modifier le vocabulaire, mais dans la lutte de classe, il y a toujours des intérêts divergents. Ce sont ceux des riches et ceux des pauvres et des travailleurs qui s'opposent. Par rapport à la mandature passée, à la gestion passée de la collectivité, dont vous étiez dans la majorité à ce moment-là, vous vous sentez co-responsable de tout, solidaire de tout le bilan? On a été très clair là-dessus, y compris dans la dernière explication, l'intervention de Dominique Boucchini sur le budget supplémentaire. Nous assumons ce que nous avons voté et dont nous avions connaissance. Vous assumez les 100 millions de ceux qui n'étaient pas connus de nous, nous le laissons en responsabilité, bien entendu, à ceux qui en ont fait le choix. Pourquoi ? Si vous lisez, en tout cas, j'ai fait attention, même si je n'ai pas eu le rapport de la Chambre régionale des comptes, à ce qui était dit. La Chambre régionale des comptes ne parle pas de passif, elle parle d'arriérés. Donc elle a réécrit... Elle parle aussi d'un système qui consistait à masquer les comptes. J'y arrive. Elle parle d'arriérés, donc le compte administratif a été rectifié à hauteur de 94 millions d'euros. Et effectivement, elle dit qu'il y avait un système qui empêchait que l'on puisse voir ce qui s'était passé. Donc vous imaginez bien que les élus que nous sommes n'ont pas pu avoir connaissance de ces faits. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé, nous, que soit saisie la Cour de discipline budgétaire et financière. Nous n'avons pas été suivis là-dessus. Nous n'avons pas été suivis ni par l'exécutif, ni même, me semble-t-il, par la Cour des comptes, puisqu'elle en a la possibilité, elle aussi, directement. Mais ça ne vous interpelle pas sur vos alliés, quand même? Quand on est dans une coalition, il y a quand même un minimum de confiance. Pourquoi vous trouvez que ce que je dis à cet instant n'est pas la signification, je dirais, d'une interrogation, et voire même plus? Mais demain, vous pourriez vous retrouver encore dans une démarche similaire? Nous aurions cette expérience et je ne suis pas certain que nous soyons dans une démarche similaire. Une interrogation, même plus. Le plus, c'est quoi? On peut
On peut aller jusqu'où quand il y a suspicion comme ça de gestion? Il y a eu manifestement un système de cavalerie qui a été mis en place, dont nous n'avions pas connaissance et qui ne correspond pas à ce que sont, de notre point de vue, les critères d'une gestion publique normale, transparente, qui, à l'égard de ceux qui nous ont mandatés pour exercer ces responsabilités, puisse être, bien entendu, comprise et considérée comme honnête. Ça disqualifie, par conséquent, à vos yeux, ça disqualifie Paul Jacob, mais pas forcément le Parti socialiste ou toute la gauche en Corse. Moi, je ne disqualifie personne de ce point de vue. Vous ne le referiez pas, vous ne reviendrez pas. Je dis simplement, ce constat m'amène à réfléchir sur ce qui s'est passé, bien entendu, à tirer des enseignements par rapport à l'avenir et ensuite à considérer que nous avons été trompés. Et ça fait plaisir à personne d'être trompé. Dans un monde de précarité qui est celui de la Corse, et on en a encore reparlé dernièrement à l'issue au cours d'une réunion sur un plan régional sur la précarité, on voit bien que le malaise est profond. 20% des Corses en situation de précarité forte, certainement beaucoup plus. Effectivement, des fonds publics qui ne sont pas affectés là où ils doivent aller, finalement aussi le monde social, le monde culturel, le monde associatif, ça doit vous toucher d'autant. Mais je crois qu'il faut retenir dans cette question donc, de la gestion peu orthodoxe et de ces fameux 100 millions que l'exécutif précédent a quand même négocié avec l'ASFIL, qui est un fonds qui a été créé pour venir en soutien aux collectivités qui avaient contracté des emprunts toxiques. Et c'est le cas de la collectivité territoriale de Corse avec la droite. Et souvenez-vous quand même, le niveau de pénalité imposé par ces emprunts toxiques, c'était 157 millions d'euros. C'est pas neutre. Eh bien, dans la négociation avec l'ASFIL, et c'est à mettre à l'actif du précédent exécutif, il y a eu 104 millions qui ont été débloqués, une renégociation qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la collectivité reste dans un niveau d'endettement et de désendettement correct, que je le constate d'ailleurs au bénéfice du fameux protocole d'accord que nous n'avons pas signé et bien entendu nous n'avions pas voté logiquement le budget précédent. Eh bien, c'est un emprunt de 130 millions d'euros et on s'aperçoit aujourd'hui que l'engagement qui avait été pris d'un emprunt supplémentaire à 30 millions d'euros n'a pas été tenu puisqu'on passe à un emprunt de 45 millions d'euros au budget supplémentaire. Ça fait 175 millions d'euros. Mais il fallait le faire, cet emprunt. Donc la situation, je dirais, alarmante qui a été décrite par l'exécutif ne l'est pas véritablement de ce point de vue. En fait, alors, si je peux résumer, Michel Stéphanie, vous n'avez pas voté un budget qui apparemment, finalement, était insincère puisqu'il y avait des comptes qui n'étaient pas inscrits là où ils devaient être inscrits. Et là, vous ne votez pas un budget qui semble sincère, puisqu'il dénonce le système. Non, nous votons contre un budget. Alors, pourquoi? Parce qu'au-delà, je dirais, de cet aspect... Non, il y a la question de l'emprunt. Voilà, c'est tout. Oui. Il y a, bien entendu, à prendre en considération le recul s'agissant du fonctionnement de près de 6 millions d'euros, s'agissant de l'investissement de près de 20 millions d'euros. Il y a, vous le savez, la contribution au redressement des comptes publics pour 28 millions d'euros. Il y a... le gel de l'enveloppe de continuité territoriale depuis 2009, c'est 45 millions d'euros. Et je dirais, de ce point de vue, une orientation qui reste dans un cadre quand même qui est libéral, au sens où on met en œuvre une politique d'austérité. Mais à cela s'ajoute... Libéral, mais nationaliste surtout. Vous ne voulez pas voter pour les nationalistes. À cela s'ajoute... les précédents n'étaient quand même pas frappés du saut du socialisme révolutionnaire. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais on a voté contre un certain nombre de politiques sectorielles, mais pas les budgets, parce qu'il y a un contrat de mandature et nous sommes restés dans le cadre de ce que nous avions défini, c'est-à-dire une force autonome et responsable. Mais pour aller plus loin dans ce que vous disiez, il y a des orientations qui ont été prises par cet exécutif et cette majorité dans le domaine des transports. Dans le domaine économique, je pense en particulier à la zone franc, des orientations aussi lorsque nous entendons que sur la fiscalité, on peut augmenter le prix de l'essence en augmentant la taxe.
Donc là, nous sommes véritablement sur des orientations qui, de notre point de vue, confirment un choix libéral. Et nous votons contre avec cette réflexion-là, et pas parce que c'est le budget des nationalistes. Alors une dernière question avant que notre contradicteur arrive. Roger. Sur un tout autre registre, et avant précisément ce débat, j'aurais voulu entendre vos commentaires sur la décision du ministre du Travail de reporter les élections professionnelles dans les très petites entreprises. Ça devait avoir lieu au mois de novembre. Et ça s'appuie sur un recours de la CGT qui précisément conteste la possibilité au STC de se présenter sur le continent dans cette élection-là. Oui. Eh bien, vous le savez, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que l'orientation, notamment qui est prise à travers la loi El Khomri, c'est de faire un droit du travail à la carte, mettant en cause les prescriptions législatives et réglementaires qui encadrent aujourd'hui ce droit. Par conséquent, nous considérons qu'il peut y avoir une jurisprudence de ce point de vue avec la candidature qui n'est pas contestée localement et régionalement, mais qu'il est effectivement au plan national. Pourquoi ? Parce que nous avons l'expérience, y compris par le passé, où l'émergence de syndicats maison ont aussi contribué à affaiblir, je dirais, du point de vue de la revendication, ce qui pouvait être porté par les organisations syndicales. Donc nous considérons qu'il faut rester dans un cadre, lorsqu'on parle de convention collective, lorsqu'on parle de droit du travail... Mais est-ce qu'il est normal d'intervenir un syndicat représentatif de présence C'est pas l'entre-soi syndical, c'est pas là aussi le système syndical en place avec CGT, FO, CFDT, on ne vient pas troubler le jeu, on ne peut pas troubler le jeu. Non, la question c'est pas de troubler le jeu, la question c'est de rester dans un cadre national où on fixe, s'agissant des conventions collectives, du droit, de la réglementation en matière de droit du travail, pour que ça s'applique sur l'ensemble du territoire de la même façon. Ensuite, aujourd'hui, vous avez raison, on est dans une orientation libérale, la loi El Khomri nous le rappelle, où ce qui est proposé par le MEDEF et par le patronat en général, c'est un syndicalisme à la carte, régional, voire micro-local. Donc ça, c'est très préoccupant du point de vue du droit des salariés. Eh bien, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous allons maintenant ouvrir le débat avec votre contradicteur, qui est justement un syndicaliste, marin de la compagnie Corsica Linea, syndicaliste du STC. C'est Alain Mosconi. Alain Mosconi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce rôle. Vous allez débattre avec Michel Stéphane durant une dizaine de minutes. Alors, pour commencer, nous aborderons le thème des transports maritimes, à moins que vous vouliez réagir à cette affaire du STC et de ces élections professionnelles après les propos de Michel Stéphane. Oui, juste pour rappeler à M. Stéphane que l'argument qui consiste à dire que seules les organisations traditionnelles seraient garantes de la revendication, de la démarche unitaire, syndicale dans les usines et sur les lieux de travail, c'est un argument qui est assez short, si je puis dire, notamment au regard, ici en Corse, de la réalité du terrain où le STC est la première organisation syndicale, comme vous le savez, et qu'elle joue son rôle au quotidien et qu'elle le fait plutôt bien, ça lui réussit plutôt bien. Ceci étant dit, sur les transports, moi, je vais pas m'étendre. Je vais pas m'étendre parce qu'entre vous et moi, il y a, je dirais, le Grand Canyon, bien plus qu'un fossé. Vous avez une vision qui est toujours de dire que Feu SNCM était le modèle et que l'on aurait dû rester sur cette base-là. Je vous rappelle, d'ailleurs, moi, je suis quand même assez bien placé pour pouvoir en parler, salarié de la compagnie de Feu SNCM, aujourd'hui au Corsica Linea. J'ai connu donc les deux modèles, je connais donc les deux modèles, je connais les turpitudes de la première et l'espoir de la seconde. L'espoir de la seconde, pas dans sa conception privée, puisque une ressemble à l'autre, pour l'heure, de ce point de vue-là, en tout cas en des termes capitalistiques. Mais l'espoir, pour moi, réside dans le fait que la seconde pourra être partenaire d'une CEMOP, donc d'une orientation politique voulue par l'Assemblée de Corse pour mettre le public au cœur du dispositif maritime. Et c'est là, sur ce point bien précis, que je suis très favorable et en désaccord avec vous. Je dirais, c'est un peu paradoxal pour un communiste de ne pas avoir soutenu un engagement public, territorial, pour justement diluer le pouvoir des privés, comme ce fut le cas à l'époque de Veolia et Bechler. Mais bien sûr, j'ai d'autres questions. Si vous le permettez, je déroule et vous répondrez. Voilà, donc un autre constat qui s'impose. Vous êtes aujourd'hui les derniers
à soutenir les conseils départementaux, à demander que ceux-ci restent en l'état. Alors, d'abord un constat que je fais, 3 assemblées délibérantes pour 300 000 habitants, ça me semble un peu beaucoup, ça fait un peu cher au mètre carré de l'élu, si je puis dire. Ça fait surtout des strates administratives qui affaiblissent, alors même si vous pourrez me dire effectivement que les conseils généraux ont joué un rôle de proximité, notamment dans le rural. Bon, si c'était vrai, ça se serait, il n'y a qu'à voir ce qu'il se passe dans le rural, désertification, le tissu social qui disparaît, l'économie inexistante, totalement exsangue. Donc cela veut dire que le mécanisme a vécu, il dysfonctionne, il faut donc en changer et venir sur quelque chose de plus approprié. Je fais un constat également, si je puis. C'est qu'il puisse répondre. Oui, au niveau de l'évolution institutionnelle, par exemple en Kanaki, je pense que ce n'est pas par exotisme, vous êtes notamment pour des évolutions très fortes, voire l'indépendance, et le PCF est proche des mouvements politiques inscrits dans la lutte de libération nationale. Et ici, vous refusez toute évolution, y compris, fût-elle, l'autonomie. Alors, j'aimerais bien comprendre et espérer, parce que la vie politique est faite d'espoir, de voir le PCF se hisser au niveau notamment de l'évolution du monde qui évolue, qui est celle de plus d'émancipation pour les peuples. Malheureusement, l'évolution du monde n'est pas celle que vous dites, et effectivement, la question qui nous est posée, c'est de savoir comment nous pouvons garantir, je le disais tout à l'heure, à ceux qui sont le plus en difficulté, Jean Ligault il disait les spoliés de la terre, les conditions d'une vie meilleure. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, y compris dans notre pays, voire en Europe, ne conduit pas à ça. C'est une évidente réalité. Donc, sur les CEMOP et la SNCM, je vous rappelle quand même que nous étions, j'ai déposé moi en septembre 2015, j'ai déposé une motion qui a eu le seul vote de notre groupe, consistant à dire, du point de vue donc, de l'intervention publique, je dirais, qui n'a pas eu, en dehors des élus communistes, le soutien qu'elle aurait dû avoir, me semble-t-il, consistant à dire les deux collectivités, la région PACA et la collectivité territoriale de Corse, s'associent avec les salariés qui resteraient dans l'actionnariat, un partenaire privé, dans une offre de reprise de la SNCM dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire avant que celle-ci ne se termine. Donc nous sommes allés de ce point de vue, je dirais, relativement plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant avec les sociétés d'économie mixte, c'est que d'un côté, on privatise les profits, donc sur la CEMOP, je dirais, des ports principaux, où logiquement, il devrait y avoir une plus grande rentabilité. Et par ailleurs, on socialise les pertes sur la CEMOP qui serait sur les ports secondaires. Donc les proportions sont inversées. Dans un premier cas, donc, le privé détiendra 66% du capital. Dans le deuxième cas, le public détiendra 66% du capital. Je ne reviens pas sur la SEM d'investissement. En même temps, il faut constater que cet empilement de structures n'est pas forcément ce qui va être le plus positif du point de vue du futur et de la gestion du dispositif. Donc nous sommes inquiets par rapport à ça. Il y a des dispositions qui peuvent aussi porter atteinte au contrat de travail des salariés de ces compagnies. Il y a à la fois la CMN, il y a Corsigaline qui est dans ce cas. Il fut un tas question d'équipage dédié, etc. Il se pose le problème aussi des personnels à terre, des sédentaires, avec toute la complexité, je dirais, de l'émission de titres des transports et la conjonction entre les deux opérateurs, CMN et SNCM. Donc il y a de ce point de vue, vous l'avez dit, un désaccord, un canyon qui nous sépare, c'est une réalité. Et pour le communiste que je suis, je me retrouve plus facilement dans la description que je viens de faire que dans celle que vous avez faite précédemment. Pour ce qui est des conseils départementaux,
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une évolution du point de vue de la réorganisation institutionnelle et administrative du pays dans le cadre de la loi NOTRe. Et ce qui s'est fait notamment avec les grandes entreprises, j'écoutais hier M. Fadi qui aujourd'hui tient une conférence à ce propos et qui s'inquiète lui-même dans le cadre européen qui est apparemment celui dans lequel vous considérez que la Corse doit évoluer. Mais dans ce cadre européen, lui, il dit qu'il y a un risque de marginalisation, c'est ce que nous disons. Et effectivement, dans cette compétition entre les territoires d'un point de vue libéral avec une mise en concurrence des hommes donc, et des territoires est particulièrement dangereuse pour la Corse, puisque la Corse est la région qui a un produit intérieur brut le plus faible de tout le pays. Il est de 10 à 30 fois inférieur aux autres régions. Donc la puissance de frappe dans cette logique économique et politique de la Corse, elle est quand même relativement faible. Alors, vous nous dites Kanaki, Corse. Nous sommes pour le plus haut niveau de responsabilité dans le cadre d'une France solidaire. Nous l'avons toujours dit. Mais nous considérons que la Corse reste une région de France métropolitaine. C'est la différence qu'il y a avec d'autres régions où, effectivement, nous considérons qu'il faut respecter le choix des peuples en question. Mais pas d'une autre. Est-ce qu'on l'a consulté, le peuple corse, sur l'indépendance? Disons que les élections parlent. Donc là, on va à la collectivité. Elle parle d'elle-même, d'accord. Donc on va à la collectivité unique, on a demandé la consultation. Il y a eu un vote unanime de l'Assemblée de Corse. Tout le monde s'est assis dessus à part nous. Et vous considérez que ça, c'est démocratiquement acceptable? Non, mais la Corse n'est pas démocratiquement acceptable depuis des décennies, Monsieur Stéphanie. Y compris quand vous étiez aux affaires avec oui, y compris quand vous étiez aux affaires avec vos alliés de l'époque, sur Bastia, sur Ajaccio. Chaque fois que la dernière mandature à la collectivité territoriale de Corse, vous étiez quand même dans la majorité, Monsieur Stéphanie. Absolument. Donc il y a eu des espaces, des manquements à la démocratie importants. Notamment sur le budget, je vous ai entendu, c'est une atteinte à la démocratie quand on se présente un budget insincère pour gérer un territoire. Mais je l'ai dit, voilà, de la manière la plus claire. Mais il n'empêche que, je vous le rappelle, l'Assemblée de Corse, à notre demande, a délibéré pour qu'il y ait une consultation des Corses sur l'évolution institutionnelle. Tout le monde s'est assis dessus à part nous. Et nous continuons à dire que, effectivement, c'est, du point de vue démocratique, un déni. Eh bien, messieurs, nous resterons là pour cet échange. Merci Alain Mosconi. Merci, monsieur Mosconi. Nous allons maintenant entamer, après ce jingle, la troisième et dernière partie de notre émission qui est consacrée au débriefing. Et c'est Roger Antèche de Corse Matin qui s'y colle. On a évoqué, on a parlé longuement même des élections aux États-Unis, du référendum sur le Brexit aussi, de ses conséquences, de la montée de l'extrême droite et des populismes en Europe et de la réplique de ce phénomène-là peut-être à la prochaine présidentielle en France. On aurait pu parler de la menace terroriste, des fractures communautaires qui apparaissent. Enfin, on aurait pu parler d'un monde qui change. Le monde change et moi j'ai l'impression que Michel Stéphanie ne change pas beaucoup finalement, ce qui peut avoir une vertu en politique d'ailleurs, sur les convictions. Il nous apparaît aujourd'hui tout d'un bloc, c'est assez habituel, monolithique dans sa critique de la société libérale, dans l'évolution du monde, dans l'autocritique parfois aussi, monolithique dans l'opposition territoriale aujourd'hui comme il l'était dans la majorité d'hier à laquelle il participait, immuable parfois sur certaines questions comme l'organisation des transports, on vient d'en parler, ou l'organisation territoriale, tout d'un bloc donc, mais j'ai l'impression que ce bloc se fissure, que le Parti communiste français est dans un péril électoral important, que le Parti communiste territorial est peut-être aussi dans cette même passe électorale, et que ce parti qui a eu une place importante dans la société française ne porte plus aujourd'hui la même voix de la contestation des ouvriers, des délaissés, ne porte plus tout simplement la voix de la révolution des idées. Alors je me dis quand le discours varie aussi peu, comment on peut encore aspirer à retrouver cette place-là, comment on peut aspirer à changer les choses et à être à nouveau cette voix-là de la contestation dans la société. Alors Jérôme Souzy, après vous répondez... Michel Stéphanie. Michel Stéphanie voit du libéralisme de partout, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas communiste est libéral finalement dans son schéma qu'il expose. Et puis ce n'est pas la critique ni de Michel Stéphanie lui-même ni
ni du communisme. On est bien sûr trop petit pour pouvoir se permettre de critiquer un mouvement qui dans cette Corse, on était pas loin du 11 novembre, les gens n'étaient pas loin du 11 novembre, qui a porté quelque chose de fort. Mais du Parti communiste, oui, on peut en parler. Ce Parti communiste qui en Corse, je ne sais pas si c'est pédale, si c'est rétro-pédale, mais en tous les cas, il y a beaucoup de soucis. Ils le savent, les communistes Roger Antèche disait, on se demande s'ils sont encore les pieds sur terre. Je pense qu'ils sont plus que tout les pieds sur terre, sur la terre corse d'ailleurs. Mais l'interrogation, en interrogation, c'est une question d'identification. Il manque peut-être, et la preuve en est, cette bataille, qui est aussi une bataille d'hommes, sur la question de la candidature présidentielle, il manque certainement, on ne sait même pas finalement, quand on ferait un micro-trottoir, comme l'on dit dans la rue d'Ajaccio, de Bastia ou d'ailleurs, ou de Corté, ou de Porte-Huic, ou de Obedroz, on ferait un micro-trottoir dans la rue, personne ne pourrait peut-être dire qui est le premier secrétaire du Parti communiste aujourd'hui. Il y a quand même un vrai problème d'identification au Parti communiste, et c'est effectivement, comme vient de le dire Roger Antèche, les spoliés de la terre n'ont-ils pas été oubliés finalement des communistes, et les spoliés de la terre n'ont-ils pas oublié les communistes? C'est peut-être là que le rapprochement peut se faire pour ce parti qui est historiquement important et qui pourtant cherche encore aujourd'hui une voie qui est dans la contestation, en tous les cas la plus forte contestation qu'elle présente aujourd'hui, c'est contre la gauche. Alors Michel Steph, vous pouvez répondre, hors de l'histoire, le Parti communiste, c'est le passé d'une illusion? Écoutez, je trouve que c'est un descriptif assez manichéen des choses. Je n'ai pas le sentiment de me comporter comme cela vient d'être décrit. Nous nous efforçons de réfléchir à une situation politique, à en comprendre les ressorts et à apporter des réponses. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes en capacité de répondre à tout. Nous sommes en même temps dans un monde qui évolue, vous l'avez dit, mais qui est un monde qui reste désespérément capitaliste et d'un capitalisme de plus en plus dur. C'est ce qui explique peut-être la constance de notre analyse et de notre discours, qui est un discours de combat anticapitaliste. De ce point de vue, vous avez raison, et nous ne sommes pas dans une démarche antisocialiste, comme vous venez de le dire. Nous sommes dans une démarche qui sanctionne, bien entendu, le social-libéralisme, qui conduit à l'échec que nous voyons aujourd'hui dans de nombreux pays. C'est le cas d'ailleurs en Amérique, nous en parlions tout à l'heure. C'est le cas en Angleterre, on a vu ce que ça a produit avec le Brexit, et nous nous trouvons dans une situation identique en France. On pourrait parler de l'Autriche, où partout où cette politique-là, social-libérale ou néolibérale, a été développée, y compris par des sociodémocrates, elle a conduit à un abîme, et on nous demandait à nous, à chaque fois et partout, de nous adapter à la rhétorique et à la politique qui était mise en œuvre en ce sens. Par conséquent, nous nous sommes opposés et nous nous opposons. Je dirais c'est normal, parce que nous considérons que ce qui doit être mis en œuvre à la fois dans le pays, en Europe et dans le monde, ce n'est pas cette politique. C'est-à-dire, nous souhaitons qu'il y ait une politique de coopération entre les peuples. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, par exemple, on sorte de la logique de financiarisation et qu'on mette les moyens dont disposent les banques, la Banque centrale européenne, au service du développement humain, de la préservation et de la transition écologique. Nous demandons à ce qu'il y ait une orientation politique internationale qui favorise la paix, contrairement à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, où le pillage des ressources conduit à ce que nous pouvons vivre avec l'enfantement de ce bâtard qui est le terrorisme, et le terrorisme de Daesh. Donc nous voyons bien que de ce point de vue, le discours que nous tenons n'est pas celui que vous venez de décrire. Oui, mais ce discours, il n'est pas du tout audible. Par exemple, si on revient à la Corse, vous avez toujours le même discours depuis des années, sauf peut-être à un moment donné avec Léo Miguel, lorsque dans les années 70. Vous n'avez pas beaucoup évolué. Par exemple, est-ce que vous êtes pour l'autonomie ? Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Il y a des conversions régulières. Alors. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, et ça a son sens, nous sommes au-delà de cette conception de l'autonomie qui consiste à placer la Corse dans un espace européen où elle n'aurait pas les possibilités et les capacités de son développement. Nous sommes pour une Corse autogérée dans une France solidaire, j'ai dit tout à l'heure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous me demandez ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut mettre les moyens dont dispose ce pays, c'est-à-dire des moyens considérables,
a l'objectif de développement, d'épanouissement dans les territoires, ce qui n'est pas le cas. Je parlais tout à l'heure de la mise en compétition des grandes régions par rapport à la Corse, et vous verrez que si la Corse reste en termes de pouvoir, c'est la solidarité, de pouvoir réglementaire ou législatif. Ce dont je parle, monsieur Albertini, au-delà de ce que vous dites en termes institutionnels, si les institutions avaient un effet positif sur les conditions de vie sociales, peut-être nous verrions ça de manière tout à fait différente. Mais on se rend compte que... Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, puisque nous avons eu trois réformes institutionnelles. Pourquoi vous pensez que le transfert de la fiscalité à la collectivité territoriale, ça réglerait le problème du détournement des réfactions de TVA pour 194 millions d'euros? Mais ça donnerait des moyens supplémentaires à la collectivité. Ah bon? Mais pour pouvoir utiliser un certain nombre de financements, pour les consommateurs et pour les ménages insulaires, comment on leur restitue ce pouvoir d'achat qui aujourd'hui est détourné par les entreprises de la distribution et du commerce? Comment fait-on? Mais le système actuel, c'est celui-là. Moi, si vous me dites demain, on produit une réforme institutionnelle qui nous permet de mettre un terme à cette injustice fiscale, eh bien, moi je serai pour. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc on peut multiplier les exemples. Aujourd'hui, on nous dit toutes les réformes qui ont eu lieu depuis des années ont conduit la Corse à la situation sociale que l'on connaît finalement. Mais ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. À cause des réformes institutionnelles. Et y compris, nous nous sommes trouvés dans une situation où, avec une croissance, la croissance a été captée par quelques-uns. Vous avez aujourd'hui dans cette région des inégalités qui sont prononcées à un point qui est comparable seulement avec la région Île-de-France. Elles ne sont pas dues aux réformes institutionnelles. Oui, mais les réformes institutionnelles n'ont rien changé de ce point de vue. Elles ont même aggravé la situation puisque cet écart des inégalités s'est creusé sur les 20 dernières années, en particulier la démocratie produit la pauvreté finalement. Pas du tout, vous confondez. Très Moi, vite, je parle de l'économie, ce n'est pas la l'émission. démocratie qui crée la pauvreté. Justement, il faut plus de démocratie, plus de transparence, mais il faut permettre à ceux qui sont salariés, à ceux qui sont citoyens, d'intervenir dans les gestion des entreprises, gestion des collectivités, pour que, bien entendu, leurs attentes et leurs aspirations soient prises en compte. C'est ça la démarche des communistes. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup, Michel Stéphanie, d'avoir participé à ce contraste. Notre émission maintenant s'achève. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Ce sera Maria Giuigi, l'élue municipale et territoriale de Prima Gorsica. Buona settimana, buonasera a tutti. Dernière minute de l'émission. Ouais.